Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et vous êtes en bonne santé. Alors, on va terminer nos séances de révision avec la biophysique des rayonnements. Donc, c'est parti. Avant de commencer, il faut tout d'abord définir ce qu'est un rayonnement. Donc, voilà. Rayonnement, c'est le processus d'émission ou de propagation d'énergie impliquant des ondes ou des particules. Donc ces ondes, et les ondes c'est quoi? Alors une onde, c'est une propagation de perturbation. Par exemple, si vous allez secouer une corde avec vigueur, donc vous allez voir cet aspect ondulatoire. Les vagues des mers par exemple. Vous voyez cet aspect ondulatoire. Alors c'est ça une onde, c'est une propagation de perturbation. Donc le rayonnement, c'est le processus d'émission ou de propagation d'énergie impliquant ces ondes et des particules. Des particules comme par exemple les électrons, les neutrons, les protons, les particules alpha, les particules bêta, d'accord, alpha c'est l'hélium par exemple, aussi gamma par exemple, les photons, tout ça. Donc voilà, impliquant des ondes ou des particules. Et ces ondes et ces particules vont transporter de l'énergie, mais elles ne vont pas transporter de matière, d'accord. Alors, et j'ai utilisé pour expliquer ce cours, le diapositive de Monsieur Cheraf. Alors, utilisation des ondes électromagnétiques. Alors, ondes électromagnétiques, alors il y a ce mot composé électromagnétique, donc les ondes électromagnétiques, tout simplement, c'est le champ, c'est l'ensemble quoi du champ électrique et du champ magnétique oscillant à la même fréquence. Donc, ça veut dire quoi? Donc, ils ont le même nombre de perturbations par seconde, par exemple. Ils ont le même nombre, la même fréquence, c'est ça. Parce que la fréquence, c'est le nombre de perturbations. D'accord? Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oscillant à la même fréquence, et les plans de ces deux champs sont orthogonales l'un par rapport à l'autre, d'accord? Et sont aussi perpendiculaires au plan de l'onde, d'accord? De la direction d'onde, d'accord? C'est ça, c'est une onde transversale. Et on va voir ça. Alors, utilisation des ondes électromagnétiques dans le domaine médical, bien sûr. Alors, on l'utilise pour la thérapie. Exemple de la radiothérapie. Alors, la radiothérapie, on l'utilise pour, par exemple, détruire des cellules cancéreuses, par exemple, en envoyant des rayons, voilà. Et c'est ça, la radiothérapie pour détruire des cellules cancéreuses. La chimiothérapie, c'est on va envoyer des corps chimiques pour détruire les cellules cancéreuses. Et, bon, bref, on va, comment on dit, suspendre, comment on dit, sa division. Voilà, mitotique et tout. Des cellules cancéreuses. Bon, bref. Et le diagnostic, pour le diagnostic, exemple de la radiographie X. Et on va parler de ça dans le chapitre des rayons X, d'accord? Notion de rayons ionisants. Donc, pour la radiographie X, parce que les rayons X, ce sont des rayonnements ionisants. Parce que ils vont ionisants, c'est quoi? Parce qu'ils ont l'énergie qui est capable d'ioniser un atome, d'accord? Ils ont l'énergie nécessaire pour ioniser des atomes,
d'accord. Concept d'onde. Donc, j'ai parlé de manière générale. Donc, ici, pour la diapositive numéro 4, slide 4, donc, phénomène de propagation. Alors, pour le concept d'onde, donc on voit ici phénomène de propagation résultant de la mise en branle successive des particules matérielles qui composent la corde lors de l'émission générée par l'individu I après la réflexion sur l'obstacle S. Ici, bon, on a bien sûr la troisième loi de Newton. L'action égale à la réflexion. Bon, peu importe, c'est pas notre objet ici. Alors, cet individu, je sais pas, alors une onde élastique, donc ça peut être, il a attiré un ressort, et puis, bon, voilà. Alors, définition. Phénomène résultant de la propagation. Alors, ici, quand il a dit phénomène de propagation résultant de la mise en branle successive des particules matérielles qui composent la corde. Alors ici, par exemple, il a secoué cette corde. D'accord? Et puis, vous voyez, AT est égal à 0, par exemple. Donc, T est égal à 0, vous voyez. Si elle se trouve là, après AT est égal à T2, alors, quand vous voyez, elle se déplace. D'accord, c'est ça. Elle se déplace. Et puis, quand elle, comme on dit, elle va frapper l'obstacle. Je ne sais pas si ça se dit, mais elle va revenir. D'accord? Quand vous voyez ici, alors c'est ça le réflexe. D'accord? Le réflexe. La réflexion sur l'obstacle, c'est ça la troisième loi de Newton. C'est ça ce que j'étais en train de dire. Et j'ai mal expliqué. Et voilà, elle va retourner. D'accord? C'est ça. Donc, voilà. Et impliquant des particules. D'accord? Des particules matérielles. D'accord? Qui composent la corde. Pourquoi il a dit utilisant les particules matérielles? Parce que ici, il ne s'agit pas d'une onde électromagnétique. D'accord? Il s'agit d'une onde mécanique. Et les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager. C'est-à-dire, alors, par exemple, les vagues des mers, s'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de vagues, d'accord? Si, alors je donne l'exemple du sang aussi. Alors, vous savez que maintenant, quand je parle, il y aura une variation de la pression dans l'air, d'accord? C'est pour ça, c'est ça qui va créer le son, d'accord? C'est cette variation de pression, parce que la pression va diminuer. Donc, c'est ça qui va créer un son. Donc, dans le vide, il n'y a pas de gaz, par exemple, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas de solide, quoi. Donc, ces ondes mécaniques ne peuvent pas se propager, d'accord? Mais par contre, la lumière, par exemple, la lumière peut se propager et elle ne va pas nécessiter un milieu matériel pour se propager. Parce que, par exemple, on voit la lampe, par exemple, qui est allumée et on voit voilà, la lumière ici dans l'air. Si on se trouve dans la piscine, par exemple, ou dans la mer et vous regardez, vous allez voir de la lumière. Par exemple, si vous portez des lunettes, donc elle va, comment on dit,
traverser la lunette et elle est solide. Donc, elle ne va pas nécessiter un milieu matériel vraiment pour se propager. Et elle se propage dans le vide aussi. D'accord? Mais par contre, les ondes sonores, bon, les ondes sonores appartiennent aux ondes mécaniques. D'accord? Parce que les ondes mécaniques comprennent les ondes sonores, les ondes sismiques. D'accord? Et les ondes sismiques, c'est par rapport au séisme, les tremblements de terre. D'accord? C'est ça. Parce que quand il y aura un tremblement de terre, donc il y aura des vibrations. Et ces vibrations, ce sont les ondes sismiques. D'accord? Voilà. Donc, dans cette diapositive, cinquième, je pense. Oui. Donc, phénomène résultant de donc concept d'onde, du latin onda, eau courante. Bon. Phénomène résultant de la propagation dans un milieu d'une succession de signaux ou ébranlement émis par un système émetteur. Type d'onde, onde électromagnétique. Donc, j'ai parlé de ça et je vais parler encore de ça. Et les ondes mécaniques, et j'ai parlé de, voilà, des ondes mécaniques. Formalisme mathématique. Donc, attendez. Bon, c'est toute une équation. Équation de D'Alembert. Parce que, pourquoi ils ont dit une onde est régie par l'équation de D'Alembert? Parce que D'Alembert, voilà, fait toute une équation qui décrit la propagation d'ondes, d'accord? La manière dont elle va se propager, d'accord? Et il a écrit soit par une équation qu'il a décrite d'une manière vectorielle ou scalaire même. Donc, c'est toute une équation. Origine physique et comportement différents. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. À la différence d'ondes sonores, une radiation électromagnétique n'a pas besoin d'un milieu matériel pour se propager. Vous voyez ici, différenciation entre les ondes magnétiques et les ondes sonores. Les ondes mécaniques. Pourquoi? Pourquoi? Bon. Donc voilà, vous voyez ici. Alors, la lampe. Donc, dans le vide, on voit la lampe allumée. Mais on n'entend pas le son. Parce qu'il n'y a pas de pression dans le vide. Et ici, dans l'air, donc on voit aussi la lumière allumée. Bon, non. On voit la lumière allumée. Bon. Alors, mais on entend le son aussi. D'accord, donc les ondes mécaniques nécessitent un milieu matériel pour se propager. Définition et caractérisation. Onde électromagnétique, c'est la propagation simultanée d'un champ électrique et d'un champ magnétique vibrant à la même fréquence. Oui, alors j'ai dit ça. Vibre, c'est même, c'est vibrant ou oscillant, c'est la même chose, d'accord? Exemple, la lumière visible, les rayons X, l'infrarouge, l'ultraviolet, les ondes radio, les rayons gamma, d'accord? Ce sont tous des ondes électromagnétiques caractérisées par une longueur d'onde qui est lambda, qui est en fait l'espace nécessaire pour que ce phénomène se produit. D'accord? Voilà, alors c'est ça.
Et vous voyez, alors ça c'est M, c'est les ondes magnétiques, ou B, je sais pas. Donc voilà. Alors oscillant à la même fréquence, vous voyez ici et ici. Donc la même fréquence. Et la fréquence c'est quoi? C'est nu qui est égal à 1 sur T. Et T c'est quoi? C'est la période. C'est le temps nécessaire pour effectuer un cycle. D'accord? Voilà. Vous voyez ici. Et lambda, c'est ça. Lambda. Et lambda est égal à quoi? Donc, lambda égale à T fois V. Et V, c'est la vitesse. D'accord? Donc, lambda change en fonction du milieu parce que la vitesse change en fonction du milieu. Si on parle par exemple de la vitesse de la lumière, par exemple, dans des milieux d'indices différents. Donc, vous voyez, vous souvenez d'indices de réfraction et tout. Parce que, donc, la vitesse de la lumière, comment on dit, la plus grande vitesse de la lumière, c'est 3 fois 10 puissance 8. C'est dans le vide, d'accord? Et quand la lumière va traverser ou va se propager dans un milieu plus dense, donc comme l'air, plus dense que le vide, par exemple, l'eau qui est plus dense que l'air, donc sa vitesse va diminuer et on a défini cet indice de réfraction. Donc lambda va changer en fonction du milieu puisque V va changer, mais le T ne va pas changer parce que c'est le temps. Donc, le temps ne va pas changer en fonction des milieux, quoi. Donc, T ne va pas changer. Et comme T ne va pas changer, donc, mu ne va pas changer. Ou nu. Voilà. La fréquence, qui est celui-ci. Donc, ça est perpendiculaire à ça. Et ça est perpendiculaire à ça. D'accord? Et à ça aussi. D'accord. Voilà, c'est ça, une onde transversale. Onde électromagnétique, radiation électromagnétique, rayonnement non ionisant, exemple de la lumière visible, et rayonnement ionisant, exemple des rayonnements X. Voilà, parce que si la lumière visible n'a pas, voilà, un effet, comment on dit, néfaste pour notre santé et tout. Donc, elle va pas ioniser nos atomes ou quoi. Donc, voilà. Mais les rayonnements X, si. Voilà, c'est pour ça, il faut faire attention quand on utilise les rayonnements X. Mais, en fait, il y a des fréquences qui sont néfastes et sinon, donc, ne sont pas trop néfastes. Bon, peu importe. On va les détailler plus tard. Caractérisation. Donc, périodicité spatiale, c'est lambda. Temporelle, c'est T. Et temporelle aussi, c'est la fréquence. Voilà. Double périodicité et célérité d'une onde. Donc, célérité, c'est la vitesse à laquelle l'onde se propage dans le milieu considéré. V dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. Oui, alors j'ai dit ça auparavant. Relation mathématique de la relation d'onde et j'ai dit ça auparavant. Donc, c'est ça. Alors,
Alors, j'ai oublié cette remarque ici. Alors, ils ont dit la longueur d'onde lambda, caractéristique extrinsèque de l'onde électromagnétique. Alors, extrinsèque veut dire qui est tiré non pas de la chose elle-même, d'accord, mais d'autres, voilà, éléments ou caractéristiques ou voilà qui ont un rapport avec elle. Comme ici, lambda est égal à V fois T. Alors, T, c'est une caractéristique intrinsèque, d'accord? C'est pour ça. Alors, lambda a un rapport avec T. Donc, elle n'a pas un rapport direct et intrinsèque avec l'onde électromagnétique. Alors, c'est ça. Voilà. Alors, continuons notre séance de révision de la biophysique des rayonnements. Alors, rappel, radiation électromagnétique, où on avait vu que l'onde électromagnétique, c'est l'ensemble du champ électrique et du champ magnétique vibrant à la même fréquence. D'accord? Exemple de la lumière visible, les rayonnements X, gamma, ondes radio, etc., etc. Et on avait dit que c'est une onde transversale parce que les plans, d'accord, parce que ces deux champs sont perpendiculaires au sens de propagation. C'est ça le sens de propagation. Et voilà le plan du champ électrique et le plan du champ magnétique. Sont perpendiculaires au sens de propagation et sont eux aussi orthogonales l'un par rapport à l'autre. Orthogonal, normal, perpendiculaire signifie la même chose. Onde électromagnétique, rayonnement non ionisant et rayonnement ionisant. Donc on avait dit qu'il est nécessaire qu'il y aura une certaine énergie pour ioniser des atomes, d'accord? Et cette énergie est proportionnelle à la fréquence des ondes, d'accord? Parce que autant la fréquence de l'onde est grande, autant que ce rayonnement soit ionisant. Par exemple, les rayons gamma, les rayons X, l'ultraviolet, mais pas tout, voilà, mais les autres ne sont pas ionisants. Voilà, parce que ici, la fréquence va être comme ça. Voilà. Exactement. Et mais bien sûr, autant que la longueur d'onde est petite, autant que le rayonnement soit ionisant, parce que la longueur d'onde est inversement proportionnelle à la fréquence. D'accord? Caractérisation, donc il y aura double périodicité, parce que il y aura périodicité spatiale, donc la distance parcourue par l'onde en une période temporelle t, donc c'est la longueur d'onde, d'accord, c'est ça. Et périodicité temporelle, c'est la période t, c'est le temps le plus petit qui vérifie l'équation, j'ai blablabla, fréquence, voilà. Parce que c'est le temps le plus petit, donc temps vers 0, d'accord? C'est pour ça G de t plus grand T, qui est la période est égale à G de t, parce que c'est le temps le plus petit, d'accord? Et périodicité temporelle, c'est la fréquence, nombre de fois où l'onde oscille un cycle chaque seconde.
Alors, de périodicité et célérité d'une onde. Donc, on avait parlé de ça, que la vitesse dépend du milieu dans lequel l'onde se propage. D'accord? L'indice de réfraction, voilà, tati, tata, patata. Donc, relation mathématique entre la longueur d'onde et la périodicité. Donc, on avait parlé de ça aussi. Et longueur d'onde, caractéristiques extrinsèques de l'onde électromagnétique. On a parlé aussi de ça. Parce que on avait dit qu'elle n'a pas un rapport direct avec l'onde, mais plutôt elle a un rapport avec d'autres grandeurs qui ont un rapport avec l'onde intrinsèque. Par exemple, la fréquence, d'accord? Dualité onde-corpuscule. Expérience de l'effet photoélectrique. Donc, on va voir, voilà, on va voir cette dualité entre l'onde et corpuscule par la mise en défaut de la théorie ondulatoire, mais pas en défaut, enfin, c'est faux. Non, c'est pas faux, mais il y aura une autre théorie qui explique bien d'autres phénomènes parce que la théorie ondulatoire, par exemple, a permis d'interpréter les phénomènes d'interférence et de diffraction, par exemple. D'accord? Mais, par exemple, dans cette expérience de l'effet photoélectrique, cette théorie n'a pas pu l'expliquer. D'accord? Et on va voir cette expérience photoélectrique. Hypothèse du quantum d'énergie. Donc, voilà. Alors, on avait dit que la théorie ondulatoire a pu expliquer, par exemple, les phénomènes d'interférence et de diffraction. Alors, c'est quoi le phénomène d'interférence et de diffraction? Alors, il y a, par exemple, un mur où on trouve deux trous, par exemple. Alors, je vais expliquer dans le premier trou le phénomène de diffraction et puis je vais expliquer le phénomène de diffraction. D'accord? Alors, on va envoyer un faisceau lumineux, par exemple. Même de l'eau, par exemple, parce que je parle de la théorie ondulatoire en général, d'accord? Je ne parle pas d'ondes électromagnétiques, d'accord? Mais voilà, pour bien expliquer, donc, on va envoyer un faisceau lumineux ici. Si vous vous souvenez de l'optique géométrique, par exemple, on avait dit que, voilà, ce faisceau va, comment on dit, partir comme ça, par exemple. Seulement comme ça. Direct. Mais, en effet, c'est faux, d'accord? Parce que il y aura ce phénomène de diffraction. D'accord? Où on va trouver cet aspect. Même par exemple, si vous allez, comment dire, comment on dit, de l'eau par exemple, vous allez voir cet aspect ondulatoire. Donc c'est ça vraiment le phénomène de diffraction. D'accord? Et ici, on va faire la même chose. On va envoyer un faisceau lumineux. Il y aura quoi? Un chevauchement entre ces deux. Donc, plusieurs ondes. Où on va, comment on dit, trouver deux types d'additionnement. Donc, on a le constructif,
Donc, on va voir une onde comme ça plus une onde comme ça va donner une grande onde et nul parce que on va avoir ça plus ça. Donc, c'est nul. Donc, c'est pour ça on va avoir, comment on dit, cet aspect. Ici, c'est sombre. Ici, c'est clair. Ou bien on dit lumineux. Dense. Clair. Dense. Clair. Dense. Clair. Donc ici, c'est ça. C'est nul. Et ici, c'est constructif. D'accord. Alors, ils ont utilisé la théorie ondulatoire pour expliquer ce phénomène. D'accord. Et ce phénomène s'appelle l'interférence. Interférence. D'accord. Mais par exemple, dans une autre expérience, par contre, dans l'effet photoélectrique, où on va mis en défaut la théorie ondulatoire. Donc, on aura, par exemple, une pile, une cathode, une anode reliée à la pile. Et vous savez que la cathode est chargée négativement. Donc, elle a tendance d'accepter ou d'attirer des cations. D'accord? Et l'anode est chargée positivement. Alors, on va avoir un appareil dont on peut voilà, contrôler la longueur d'onde et l'intensité du faisceau lumineux dont on va l'envoyer. D'accord? Alors, on va envoyer un faisceau lumineux ou des ondes électromagnétiques, d'accord, de certaines longueurs d'onde et une certaine intensité. Donc l'intensité, par exemple ici, on aura 3, par exemple, rayons, et si on va augmenter l'intensité, on aura 4, etc., etc. La longueur d'onde, ou alors, si on dit on augmente la longueur d'onde, donc on diminue la fréquence. Alors, à une certaine longueur d'onde, il y aura certains électrons qui vont être arrachés parce qu'on aura des rayonnements ionisants. Et les rayonnements ionisants ont tendance d'ioniser des atomes, donc d'arracher des électrons. D'accord? Parce que l'atome est composé d'un noyau et des couches, d'accord? D'un cortège électronique. Et par exemple, cet atome aura une certaine énergie de liaison avec l'atome. Ça aura une autre énergie etc., etc. Donc, à une certaine longueur d'onde, puisque les photons, dont on veut les dévoiler, en fait, ont une énergie qui est égale à H fois mu. Et mu, c'est la fréquence. Et H, c'est la constante de Planck. D'accord? Qui est égale aussi à H fois C ou bien V, donc dans le cas général, sur lambda. D'accord? Donc l'énergie va augmenter en fonction de fréquence et l'énergie va diminuer en fonction d'augmentation de la longueur d'onde. D'accord? Alors, quand on va envoyer les lumières, il y aura certains électrons qui vont être arrachés. Et les photons ou les particules, d'accord, vont donner une partie de leur énergie aux électrons, d'accord. Donc, ils vont avoir une certaine énergie cinétique, d'accord, qui est max, d'accord, on va la prendre en maximum, égale à E0, et E0 est égal à H fois mu. Donc, l'énergie cinétique de cet électron n'est pas la même pour cet électron.
D'accord? Alors, la longueur d'onde a changé. D'accord? On aura, par exemple, si on va envoyer 4, on aura 4 électrons qui vont avoir une énergie cinétique égale à ça. mu1, par exemple. Si on va augmenter la longueur d'onde, ou plutôt on va augmenter la fréquence, par exemple, il y aura 4 électrons aussi, parce que l'intensité n'a pas changé, mais qui ont une autre énergie cinétique, qui est égale à H fois mu2. Si l'énergie cinétique est max, donc si la particule a voilà, donné toute son énergie aux électrons. D'accord? Et ça ne va pas être réellement donc, juste. Parce que une grande quantité d'énergie va être dissipée en chaleur. Et on va voir ça, tout ça dans les rayons X. D'accord? Parce que ici, alors, et puis il y aura les transitions électroniques, on va voir tout ça. Voilà. Donc, on a constaté que l'énergie cinétique a changé en fonction de longueur d'onde, mais elle n'a pas changé en fonction d'intensité. Du coup, forcément, il y aura des particules qui vont avoir une énergie qui est égale à ça, d'accord? Qui va participer à l'ionisation des atomes, d'accord? Parce que, par exemple, si on dit que les ondes électromagnétiques ou la lumière est une onde, donc l'énergie cinétique. Donc, il n'y aura pas changement dans l'énergie cinétique des électrons s'il y aura une onde bien précise. Donc, il n'y aura pas de changement dans l'énergie cinétique. Et aussi en nombre d'électrons. D'accord? Donc, puisque il y avait une augmentation du nombre d'électrons arrachés en fonction d'augmentation de l'intensité et il y avait un changement d'énergie cinétique de ces électrons arrachés, donc forcément il y a cet aspect particulier de la lumière ou des ondes électromagnétiques. Donc l'onde électromagnétique est constituée de photons qui ont une énergie égale à 0, une masse égale à 0 au repos et leur masse à l'état actif égale à E sur C au carré. Mais on dit qu'ils n'ont pas de masse parce que les photons ce sont des énergies, d'accord, une forme d'énergie. Voilà, donc c'est ça. Donc les photons sont incorporés dans les ondes. Voilà, c'est ça le phénomène photoélectrique. Voilà. Alors, voilà. Mise en défaut de la théorie ondulatoire. Alors, j'ai expliqué ça. Hypothèse du quantum d'énergie et j'ai expliqué ça que chaque particule aura une certaine énergie et cette énergie qui va faire en sorte, qui va, comment on dit, aider à arracher par exemple un électron. Mais pas seulement ça, bien sûr. Alors, notion de photon, théorie du quanta reprise par Einstein, la lumière est constituée de grains ou particules, les photons. Photons, d'accord. Ces particules, énergie accumulée en paquets, les quanta. Chaque quantum a une quantité d'énergie E. E est égal à H fois mu, avec mu et la fréquence et H c'est la constante de Planck. Donc H est égal à 6,6 fois 10 puissance moins 34 joules
par seconde. Non, joule fois seconde. Voilà. Loi de tout ou rien. Donc, on avait vu ça. Ça, c'est l'expérience photoélectrique, énergie du photon et barrière de potentiel. Donc, W ici, c'est quoi? C'est l'énergie nécessaire pour libérer un électron dont j'ai parlé auparavant. Et celle-là, c'est W ici, c'est l'énergie de liaison, tout simplement. Parce que voilà, ça c'est un noyau, ça c'est l'orbite. Alors ici il y a l'électron, donc l'énergie de liaison, c'est l'énergie nécessaire pour libérer l'électron de la couche numéro 1 par exemple. Voilà. Nécessaire pour libérer l'électron. EC, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Et bien sûr, donc on aura l'énergie cinétique égale à quoi? À l'énergie du photon qui est supérieure ou égale à W moins W. Parce que quand elle va, comment on dit, quand elle va faire en sorte la libération de l'électron, donc elle va perdre l'énergie nécessaire pour libérer l'électron et elle va donc céder son énergie à l'électron pour avoir une énergie cinétique. Et cette énergie cinétique est égale à quoi? À E moins W. Et E est égal à quoi? À H fois mu moins W. Donc c'est ça. Et mu est égal à quoi? À 1 moins T. Donc vous voyez, donc ici, la longueur d'onde égale à quoi? À V. Donc, et ici, c'est C parce qu'ils ont dit que c'est dans le vide. D'accord? C'est pour ça ils ont écrit C. D'accord? Ici. Donc, parce que lambda égale à C sur mu. Donc, mu égale à quoi? À C sur lambda. Donc, c'est pour ça ils ont juste remplacé ça par ça. C'est tout. Moins W. L'énergie seuil, donc l'énergie du photon égale à l'énergie nécessaire pour arracher l'électron ou bien pour libérer l'électron. À l'attraction du noyau, j'ai dit que c'est l'énergie de liaison. Barrière de potentiel, donc W0 est égal à H fois mu 0. Donc, on peut trouver lambda seuil et la fréquence seuil. Voilà. C'est ça. C'est simple. Quoi. Dualité entre corpuscules, théorie des quanta. La lumière est corpusculaire, théorie ondulatoire. La lumière est une onde électromagnétique, notion dualistique de la lumière, la loi de Broglie. Donc, la quantité de mouvement, P, d'accord? Parce que P, c'est la quantité de mouvement. Donc, P égale à la constante de Planck réduite. Voilà, c'est ça. Parce que la constante de Planck réduite égale à H, à la constante de Planck sur 2pi. D'accord? 2pi. Voilà. Et fois K aussi. Et K, c'est 2pi sur lambda. Voilà, et on va avoir cette loi de P est égal à H sur lambda. Alors, et K, donc c'est quoi? C'est la pulsation spatiale, d'accord? Pulsation spatiale, où on l'appelle nombre d'ondes, ou même vecteur d'onde, d'accord?
K donc égale à 2pi sur lambda, d'accord? Comme par exemple la vitesse angulaire qui est égale à 2pi sur t, grand T, c'est la période, c'est la pulsation temporelle, d'accord? C'est ça. Donc, le produit de C2, de la constante de Planck réduite et la pulsation spatiale, va donner P est égal à H sur lambda. D'accord, c'est ça. Donc, c'est ça la quantité de mouvement. D'accord. Rayonnement particulaire. Alors, la problématique est la mise en défaut de la mécanique de Newton. Je vais vous parler un peu de ce débat entre Newton et Einstein. Il était une fois Galilée constaté que, par exemple, s'il y a un individu à l'intérieur d'un bateau qui marchait uniformément à une certaine vitesse, il ne va pas sentir que le bateau marchait, d'accord? Seulement quand il voyait à travers la fenêtre, et là, il a décidé de mettre le premier point sur la relativité par rapport aux différents référentiels, dits galiléens. Newton suivit le chemin de Galilée et a constaté que la vitesse est cumulative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'additionne. Par exemple, si vous allez voir un individu qui a une vitesse, qui courait à une vitesse de 50 mètres par seconde à l'intérieur d'un train, et le train marche à une vitesse de 200 mètres par seconde, par exemple. Vous allez estimer que cet individu courait à une vitesse de 250 mètres par seconde. D'accord? Donc, la vitesse s'additionne et exprime que l'énergie cinétique égale à 1/2 mv au carré. Donc, les particules sont animées de vitesse de plus en plus importante. D'accord? Énergie de plus en plus grande, les particules sont animées, donc les particules ont une vitesse de plus en plus importante. Alors, le principe de relativité affirme que les lois de physique s'expriment de manière identique dans tous les référentiels pendant près de 2 siècles. Donc la relativité et les lois de Newton se furent pas discutées car ils donnaient d'excellents résultats. Mais en 1864-63, Maxwell, en collaboration avec William, ont fait une certaine expérience d'un tube en contrôlant le champ électrique qui passe et puis ce champ va créer un champ magnétique et le tube tourne, etc. Et il a écrit toutes des équations qui décrivent cette perturbation, donc ces ondes électromagnétiques. Et ces équations exigent que la vitesse de la lumière est absolue, donc est finie, d'accord? Donc il y avait 2 théories contradictoires. Newton a dit que les vitesses s'additionnent, or que Maxwell a dit que la vitesse de la lumière est absolue. Einstein a dit que les particules, corps, etc., qui ont une vitesse proche de la lumière ou égale à la vitesse de la lumière, obéit à sa fameuse loi de relativité. Donc, E est égal à mc au carré. Et donc, ici, la variable ici, c'est m, c'est la masse, d'accord? Et la masse va être égale à la masse à l'état inactif sur 1, la racine de 1 moins v au carré sur c au carré. Et v sur c égale à bêta. Enfin, voilà.
Et dans les autres cas où les particules, les corps, etc., qui vont avoir une vitesse qui est inférieure à 10 fois, qui est 10 fois inférieure à la vitesse de la lumière, donc à la célérité, vont obéir aux lois de Newton. Donc, vont être dites classiques. Voilà. Alors, c'est pour ça on dit la notion de particule relativiste lorsque la mécanique newtonienne ne peut expliquer le comportement de celle-ci. D'accord? Quand V sur C est supérieur ou égal à 0,1, avec la célérité est égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Postulat, le repos n'existe pas. Ben oui, alors c'est clair que le repos n'existe pas. Parce que, en fait, la Terre tourne autour d'elle à une certaine vitesse, à une très grande vitesse. Mais cette vitesse est constante et la Terre tourne uniformément. C'est pour ça que qu'on ne sent pas qu'il y a ce mouvement-là. D'accord? Donc, le repos, sens absolu, n'existe pas. Tous les référentiels galiléens sont équivalents pour décrire les lois fondamentales de la physique. Oui, et il existe une vitesse limite pour toute propagation. Cette vitesse est une constante universelle. Elle vaut C. La vitesse de propagation de la lumière dans le vide égale à 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc, c'est ça, mécanique relativiste, aspect énergétique. Donc, voilà, ça. Alors, ici, c'est ça. Non. C'est ça. E est égal à m fois c au carré. Parce que dans la mécanique newtonienne, E, l'énergie est égale à 1/2 fois mv au carré. D'accord? Et puisque ce sont des particules relativistes, donc qui ont une vitesse proche de la vitesse de la lumière ou même la vitesse de la lumière. Donc, c au carré ou 1/2 c au carré, c'est presque la même chose. D'accord? Donc, CE est égal à M fois CE au carré. E est égal à M et la masse, c'est la masse en état actif. Donc, est égal à quoi? À M0, la masse à l'état inactif, sur la racine de 1 moins V au carré sur C au carré, le tout fois C au carré. Donc, vous voyez ici. Et ça, on l'appelle, non, 1 sur ça. Donc, 1 sur racine de 1 moins V au carré sur C au carré, on l'appelle alpha. Donc, E est égal à alpha fois M0 fois C au carré. Donc, voilà, et EC, l'énergie cinétique, vaut quoi? Vaut l'énergie, donc du particule, moins l'énergie de cette particule à l'état standard, à l'état inactif, à l'état initial. Voilà, E0. Donc, EC est égal à alpha moins 1 fois M0C au carré. Voilà. Alors, en ce qui concerne la quantité de mouvement, on a cette expression E au carré est égal à 1,0 au carré fois C à la puissance 4 plus P au carré fois C au carré dont on va la démontrer. Voilà. Alors, on a P égale à quoi? À M
0 fois V. Alors, ça, c'est l'état général. Mais quand V donc, est grand, tend vers voilà, la vitesse de la lumière, par exemple, la masse va augmenter, d'accord? Et on aura cette expression qui est plus juste. Gamma fois M0 fois V. D'accord? Et gamma égale à 1 sur 1 moins la racine de V au carré sur C au carré. D'accord? Voilà. Non. La racine ici. Voilà. Alors, E égale à gamma fois M0 fois C au carré. Voilà. E au carré égale à M0 au carré fois C à la puissance 4 fois gamma au carré. Égale à quoi? Donc M0 au carré fois C à la puissance 4 fois 1 sur 1 moins C au carré, V au carré sur C au carré. M0 au carré fois C à la puissance 4 à C au carré sur C au carré moins V au carré. Alors, puisque ça, c'est C au carré moins V au carré sur C au carré, voilà. On trouve ça. Puis, ça me dit alors, égal à M0 au carré fois C à la puissance 4 fois C au carré moins V au carré plus V au carré. Donc, j'ai rien fait. D'accord? Sur C au carré moins V au carré. Ça égale à 1. Donc, M0 au carré fois C à la puissance 4 fois 1 plus V au carré sur C au carré moins V au carré. Alors, on peut faire ça. C au carré fois, donc C au carré plus V au carré fois C au carré sur C au carré moins V au carré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est gamma. Donc, gamma au carré. C'est la même chose. Donc, M0 au carré fois C au carré fois C au carré plus V au carré fois gamma au carré. God. Égale à quoi? À M0 au carré fois C à la puissance 4 plus M0 au carré fois C au carré fois V au carré fois gamma au carré. Vous vous souvenez de ça? Donc, égal à quoi? M0 au carré fois C à la puissance 4 plus M0 fois V fois gamma, le tout au carré fois C au carré. Ça, c'est P. Donc, égal à M0 au carré fois C à la puissance 4 plus P au carré fois C au carré. Ça, c'est E au carré. Voilà. On l'a démontré. Et dans le cas du photon, donc M égale à 0, d'accord? Ce qui donne E égale à P fois C. Et P aussi, donc dans le cas du photon, quoi? Égale à quoi? À H sur lambda fois C. Et ça vous rappelle l'expression, donc C sur lambda égale à H fois mu. Voilà. Alors, on a terminé pour la première partie du rayonnement. Voilà.